Pologne, à la veille de la journée de grève décrétée par la direction clandestine de solidarité, l'Église appelle à la modération. La fin du voyage de Jean-Paul II en Espagne, le pape vient à l'instant de regagner le Vatican. Peut-être un drame atroce en Afghanistan, plusieurs centaines de soldats soviétiques et de civils afghans seraient morts asphyxiés dans un tunnel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils sont 35 autour d'une table depuis ce matin à Madrid, 35 venus de l'Est et d'Ouest pour essayer de conclure enfin la fameuse conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ajournée il y a 8 mois parce que les Occidentaux ne voulaient pas discuter tant que l'état de siège persisterait en Pologne. Eh bien, la Pologne est toujours en état de siège ce soir, mais à Madrid, on espère toujours que le dialogue peut faire changer les hommes et les régimes. Les militants clandestins de solidarité, eux, ne croient plus beaucoup au dialogue. Aussi ont-ils décidé demain une journée de grève pour le 2e anniversaire de l'enregistrement de leur syndicat. Le gouvernement, je vous l'ai dit hier, multiplie les arrestations, mais vient quand même de marquer un point en obtenant de l'Église catholique qu'elle joue la carte de la stabilisation. Maurice Werther. Si la grève prévue pour demain échoue, l'Église de Pologne y sera pour quelque chose. Le primat, Monseigneur Glemp, et le chef du gouvernement, le général Jaruzelski, se sont rencontrés hier et après cette rencontre a été publié un communiqué dont on retiendra 1. Qu'il annonce la visite du pape Jean-Paul II pour le 18 juin de l'année prochaine. 2. Que le primat et le général ont un souci en commun, je cite, préserver et renforcer le calme, l'ordre social et la conscience dans le travail. On ne peut dire plus élégamment aux ouvriers qu'il ne faut pas qu'ils fassent grève demain. Quand on rapproche l'annonce de la 2e visite du pape en Pologne, à quoi l'Église polonaise tient par-dessus tout, et son opposition à la grève de solidarité, il paraît évident qu'il y a eu échange de bons procédés entre Monseigneur Glemp et le général Jaruzelski. Les autorités polonaises ont menacé ceux qui voudraient faire grève de placer les usines sous l'autorité militaire et de licencier les grévistes. Les Polonais ne manquent aucune occasion de manifester leur attachement aux syndicats dissous, mais seront-ils nombreux à faire la grève malgré les menaces du gouvernement et les conseils de l'Église? Oui, la CFDT, la CFTC et Force ouvrière ont appelé à des expressions de soutien à solidarité pour demain. Maurice Werther faisait à l'instant allusion à la prochaine visite du pape dans son pays de naissance. C'est en effet officiel. Depuis hier, le voyage aura bien lieu à partir du 18 juin prochain. Et déjà, on commence à le préparer minutieusement dans son entourage. Jean-Claude Darigo a suivi tout le voyage du Saint-Père en Espagne. Il nous en parlera. 10 jours de foule enthousiaste. Encore près d'1 million de fidèles ce matin pour sa dernière messe à Saint-Jacques-de-Compostelle. Son avion va quitter l'Espagne dans quelques minutes. Daniel Catelin revient sur les temps forts de ce voyage. Lundi 1er novembre, premier de ces temps forts du voyage du pape en Espagne, une messe à Avila. La paz esté con vosotros. Le Saint-Père, devant une foule énorme, a tenu à montrer les liens qui l'unissent, lui, Jean-Paul II, à Sainte-Thérèse d'Avila, morte il y a juste 400 ans. Mardi 2 novembre, place de Lima à Madrid, le pape consacre une messe aux familles chrétiennes. Les pouvoirs publics ne peuvent se substituer aux parents, leur dit-il, avant d'exalter la valeur du couple et le respect de la vie. Mercredi 3 novembre, tradition désormais, comme à chacun de ses voyages, le Saint-Père rencontre les jeunes. Ils sont 120 000 à l'acclamer au stade Santiago Bernabéu. La jeunesse chrétienne, dit Jean-Paul II, en substance, ne se livre pas au terrorisme, ne se réfugie ni dans la drogue, ni dans l'alcool, ni dans le sexe. Jeudi 5 novembre, le pape est en Andalousie. Il préside la cérémonie de béatification de sœur Angela de la Croix avant d'aller à la rencontre des paysans. La veille, le Saint-Père avait visité le monastère de Guadeloupe et Tolède où il avait incité les mouvements laïcs à, je cite, une obéissance amoureuse et responsable aux pasteurs de l'Église. Dimanche 7 novembre, à Barcelone, le pape s'adresse aux ouvriers. Comme partout, une foule énorme lui réserve un accueil triomphal. Là encore, sa simplicité touche les Espagnols. La télévision nationale, tout au long de ce voyage, a reçu chaque jour 1000 appels téléphoniques et 200 télégrammes enthousiastes. Au
Aujourd'hui, enfin, à Saint-Jacques-de-Compostelle, le pape lance un vibrant appel à l'Europe. « Je t'en conjure, vieille Europe, retrouve-toi, sois toi-même », dit le Saint-Père, qui stigmatise la coupure en 2 blocs qui, dit-il, empêche les peuples de se rencontrer. C'est une information extrêmement difficile à vérifier qui nous est parvenue ce matin en provenance de l'Afghanistan, ou plus précisément de la frontière afghane, car c'est là, au Pakistan, que plusieurs réfugiés ont rapporté une bien étrange nouvelle. Plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de personnes seraient mortes la semaine dernière, asphyxiées, dans un tunnel du nord de l'Afghanistan, où elles avaient été bloquées par un gigantesque embouteillage. Parmi elles, de très nombreux soldats soviétiques qui auraient cru un attentat et qui auraient bloqué les issues du tunnel de Salang. Philippe Rochaud. L'accident s'est produit sur la route stratégique construite par les soviétiques dès 1960 qui relie la frontière de l'URSS à Kaboul. C'est par là que sont passés la plupart des 100 000 soldats de l'armée rouge qui sont intervenus en Afghanistan en décembre 1979. Le tunnel de Salang, à plus de 3000 mètres d'altitude, permet aux convois militaires de passer en plein hiver et régulièrement la route est sillonnée par des camions de ravitaillement ou des blindés soviétiques. Régulièrement aussi, cette route stratégique est attaquée par les moudjahidines, les combattants afghans, qui pillent les camions de blé, de sucre ou d'huile et attaquent les blindés de l'armée rouge. À l'approche de l'hiver, le trafic est très dense sur la route du col de Salang, quand un camion-citerne a percuté de plein fouet contre un convoi soviétique à l'intérieur du tunnel, les soldats ont cru à une attaque des moudjahidines. Ils ont alors bloqué les entrées du tunnel, mais l'incendie plus la fumée des moteurs a asphyxié les hommes qui se trouvaient à l'intérieur, dont 700 soldats soviétiques et plusieurs centaines de civils afghans. Toutefois, aucun bilan, aucune confirmation officielle de l'accident. Ces informations sont données par des sources diplomatiques occidentales et par des réfugiés. Le seul indice réel est la liste des morts que donne chaque jour Radio Kaboul et qui, ces derniers temps, était particulièrement longue. Oui, tout cela bien entendu au conditionnel, bel exemple, soit dit en passant, de censure de l'information par absence d'images et de journalistes sur place. Et dans ces conditions, il est évidemment facile après de démentir. Autre conflit dont on ne parle pas très souvent parce que les reporters ont du mal à effectuer leur travail sur le front, la guerre Iran-Irak. Elle fait rage à nouveau. Les Iraniens ont annoncé ce matin avoir repoussé une contre-attaque irakienne sur la bande de terrain qu'ils ont réussi à occuper en Irak. Philippe Gasson. La dernière offensive de l'opération Muharram se serait soldée par 30 000 morts, une véritable hécatombe dans une guerre qui dépasse les 100 000 tués. Au moment de la percée en territoire irakien, dans une seule journée, le bilan officiel iranien donne 2000 soldats irakiens morts ou blessés, 1500 prisonniers, 3 avions abattus, 170 chars et blindés détruits. Aucune information d'ordre géographique. À Téhéran, si les journaux ne font pas leur grand titre sur l'entrée des troupes en Irak, une véritable mobilisation générale a été lancée. Les combattants de l'islam doivent rejoindre le front, c'est un devoir religieux, a déclaré l'ayatollah Khomeini. C'est la 3e fois que l'armée iranienne pénètre en territoire irakien depuis le début du mois de juillet. La première action s'est située au nord-est de Bassora, la 2e ville d'Irak, et a permis l'occupation de 2 poches de 150 km² dans le sud irakien. La deuxième percée a eu lieu face à la ville de Mandali, située à 100 km à l'est de Bagdad. Les Iraniens avaient avancé de 2 km. À présent, et en dépit des pertes énormes subies des 2 côtés, l'Iran n'a pas renoncé à son projet d'avancer sur Bagdad quand il le voudrait. L'appel aux volontaires semble indiquer que la guerre pourrait prendre une nouvelle dimension. Voilà, ce soir pour l'essentiel des informations hors de nos frontières. Mais revenons en France par le biais de la visite du Premier ministre canadien à Paris. Hier, son homologue Pierre Mauroy l'avait accueilli dans sa ville, Lille. Et bien aujourd'hui, c'est à l'hôtel Matignon que les 2 hommes se voyaient. 2 heures d'entretien entre les 2 hommes et des progrès, dit-on, de part et d'autre, mais pas de conclusion d'accords commerciaux. Pierre Elliott Trudeau, que nous voyons ici, arrivé à l'Élysée, a rencontré pendant 1h30 ce soir le président Mitterrand. Politique avec toujours, bien sûr, à la préparation des élections municipales dont Jacques Chirac disait hier devant le Club Figaro Magazine qu'elle serait l'occasion de faire passer un message au chef de l'État et au gouvernement.
Eh bien demain, une rencontre importante, une rencontre au sommet entre Lionel Jospin et Georges Marchais, et un début de négociation, disons, délicate, entre socialistes et communistes. Jean-Michel Mercurol. Négocier des listes communes aux municipales revient pour Georges Marchais et Lionel Jospin à décider de la répartition future des mairies entre socialistes et communistes, cela à travers la désignation des têtes de liste. Le PC, qui avait conquis de nombreuses mairies en 77, est pour la reconduction pure et simple des maires sortants. Le PS, lui, revendique la tête de liste là où les élections de 81 l'ont placé largement devant le PC. Difficile négociation pour Saint-Étienne, Reims, Amiens, bref, pour une vingtaine de villes de plus de 30 000 habitants, conquises par le PC en 77, mais où celui-ci s'est laissé distancer en 81 par le PS. Des cas qu'il faudra bien trancher, puisque Georges Marchais veut exclure l'hypothèse de primaire PC-PS, ce qui, dit-il, non seulement désunirait la gauche, mais surtout favoriserait des victoires de droite dès le premier tour. D'autre part, les communistes répondent aux arguments socialistes, ceux des fédérations notamment, en faisant valoir certains résultats où certes le PS l'avait emporté en 81, mais où les cantonales depuis ont placé à nouveau les communistes en tête. C'est le cas par exemple à Montluçon, à Tarbes, à Dieppe, tandis qu'à Nîmes, où se présente un ministre, Madame Dufoy, le PC fait remarquer qu'il était en tête même en 81. À Paris, où se présentent deux autres ministres, Jacques Lang et Edwige Avis, le Parti communiste a lui aussi lancé ses dirigeants dans la bataille, bien qu'il enregistre dans la capitale 3 fois moins de voix que le PS. D'où des duels entre Lionel Jospin et Louis Baillot, ou encore entre Gisèle Moreau et Paul Quillès. Du résultat des arbitrages entre Lionel Jospin et Georges Marchais dépend donc largement l'issue de la compétition d'influence que se livrent au plan local les deux partis. Le socialiste Georges Sarr a estimé aujourd'hui que plusieurs malentendus devaient être clarifiés entre le groupe socialiste à l'Assemblée et le gouvernement. Plus à gauche, Alain Krivine, le leader de la Ligue communiste révolutionnaire, a estimé que la politique actuellement suivie par le gouvernement était suicidaire et irréaliste. Elle démoralise et démobilise les travailleurs, a-t-il dit. Enfin, Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT, s'est montré une nouvelle fois très sévère pour le gouvernement devant la presse anglo-américaine. Il n'aurait jamais dû remettre en cause son engagement d'assurer au salaire minimum une progression de pouvoir d'achat de 4% en 82. Il y va de la crédibilité du gouvernement de la gauche, a-t-il dit. Face à lui, Yvon Gattaz, le vice-président du CNPF, a estimé de son côté que des augmentations trop fortes et répétées du SMIC perturbaient les négociations salariales. Je parlais d'Yvon Chotard et non pas d'Yvon Gattaz, bien sûr. La suite de la discussion budgétaire à l'Assemblée, aujourd'hui l'agriculture, un budget en progression de 10% est débattu sans trop de passion. Il faut dire cette année que dans la plupart des secteurs agricoles, les récoltes ont été plutôt bonnes. Jean-Louis Calmejane. La production de blé a atteint cette année un niveau record. Cette récolte record est principalement due à deux raisons. D'abord, les excellentes conditions météo qui, tout au long de l'année, ont favorisé cette culture, notamment au nord de la Loire. Ensuite, une augmentation des surfaces consacrées à cette céréale. Mais tous les producteurs ne sont pas pour autant logés à la même enseigne. Jugez plutôt. Certains, se situés au nord de la Loire, dans la Brie et la Beauce notamment, ont vu leurs silos de stockage se remplir à ras-bord. Les autres, ceux situés au sud de la Loire, ont été moins heureux. Le mauvais temps du printemps et la sécheresse cet été ne les ayant pas aidés. Mais au bout du compte, les chiffres sont là. La récolte est telle que la France se trouve en position d'exporter de fortes quantités de blé l'année prochaine. On pourrait même dépasser le record de 18 milliards de francs dégagés l'année dernière à l'exportation. Le secteur céréales reste donc le premier poste à l'exportation en matière agroalimentaire. Autre production, la betterave. Et qui dit betterave dit sucre. Il est encore difficile de dire actuellement quelle sera la récolte finale, les arrachages ayant commencé depuis peu. De plus, la pluie et des mouvements de grève perturbent les récoltes. Mais une chose est sûre, comme pour le blé, la production là aussi devrait être bonne. Mais contrairement au blé, les superficies plantées en betterave ont diminué et diminueront encore l'année prochaine. En effet, les cours mondiaux du sucre ont tendance à s'effondrer. Et pour cette raison, nous serons loin cette année de dégager, comme l'année dernière, 8 milliards de francs en exportant notre sucre. 8 milliards de francs, c'était l'année dernière l'équivalent de notre déficit commercial avec le Japon. Mais malgré cela, la betterave, donc le sucre, restera aussi un de nos points forts de notre commerce extérieur en matière agroalimentaire.
Alors, que ce soit pour le blé ou pour la betterave, mais aussi pour toutes les productions agricoles, on peut dire que l'année agricole 1982 sera plutôt bonne en volume. Mais ce qui caractérise le plus cette année agricole, c'est certainement la diversité des situations entre les agriculteurs eux-mêmes et parfois pour une même production. Ce qui fait dire à certains, comme je l'ai déjà entendu dans les campagnes, cette année agricole sera une année de jaloux. Demain, un budget du ministère de l'Intérieur, au nom de la Commission des lois, Bertrand Delanoë, que nous entendrons dans le dernier journal, demande un accroissement du nombre de policiers en civil. Un nouveau record pour le dollar, 7 francs 31. Aujourd'hui, le franc français est plus faible. Le 12e anniversaire de la mort du général de Gaulle, plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles de nombreux compagnons de la Libération, ont assisté à une messe à Colombey ce matin, dans l'assistance Jacques Chaban-Delmas et puis l'amiral de Gaulle. L'amiral de Gaulle qui, tout à l'heure, en répondant à Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, a donné une toute autre version de la visite à Baden-Baden en mai 68. C'est parce que son hélicoptère n'a pu se poser à Strasbourg en raison du brouillard, a-t-il dit, que mon père est allé voir le général Massu à Baden-Baden. Georges Pompidou et le général Massu, notamment, ont soutenu toujours le contraire en estimant que le général avait choisi le retrait et un séjour prolongé à Baden-Baden. L'amiante, à nouveau en question aujourd'hui, à l'occasion d'une journée d'études qui réunissait, et c'est là le point nouveau, à la fois des industriels, des syndicalistes, des associations de consommateurs et des médecins. Vous savez que de très nombreuses voix se sont élevées ces dernières années pour dénoncer la nocivité de l'amiante, aussi bien pour ceux qui travaillent dans le secteur que pour ceux qui risquent d'en consommer indirectement. L'enquête de Michel Perrault et de Luc Bachofen. L'amiante, un minéral dont l'utilisation industrielle est fort controversée. Souvenez-vous, il y a 8 ans, à Clermont-Ferrand, l'entreprise Amisol, 270 employés, 12 morts. Mort de l'asbestose, la maladie de l'amiante. De leur côté, des scientifiques, notamment de la faculté des sciences de Jussieu, ainsi que des associations de consommateurs, mettaient l'amiante en accusation, affirmant qu'une prolifération excessive de fibres d'amiante pouvait être à l'origine de certains cancers. Dès 1977, les pouvoirs publics alertés imposent aux industriels de l'amiante une réglementation plus contraignante des conditions de travail. Mais ce qui nous inquiète le plus à la Confédération Générale du Travail, c'est les utilisateurs. C'est votre garagiste, c'est votre femme avec le sèche-cheveux, etc. Et là, il n'y a pas une campagne d'information suffisante. Il faut qu'il y ait une campagne d'information honnête où on ne cache pas les dangers de l'amiante et qu'on donne des conseils pour s'en protéger. Les mesures qui ont été faites dans l'environnement, en utilisant d'ailleurs le microscope électronique, montrent que les doses sont de l'ordre de 1000, parfois même 10 000 ou voire 100 000 fois moindres que dans l'industrie. Donc pour le moment, il faut être prudent, mais on ne peut pas conclure qu'il y a un risque pour la population générale. Bien que les pouvoirs publics aient limité ou même parfois interdit son utilisation, on trouve encore aujourd'hui de l'amiante, notamment sous la forme d'isolants pulvérisés, dans de nombreux lieux publics. Les pays anglo-saxons ont été beaucoup plus stricts que la France en ce qui concerne l'amiante. En Angleterre, à la suite d'une émission de télévision cet été, par exemple, on a décidé de diminuer la norme par 2 pour ce qui est du travail de l'amiante en usine. En Suède, ça fait plusieurs années que l'importation de matériaux contenant de l'amiante est interdite. Aux États-Unis, il y a des recommandations pour employer au maximum des produits de substitution de manière à justement éviter ce problème dû à l'amiante. Des produits de substitution sans nocivité seraient évidemment la solution idéale, mais leur efficacité et leur mise en œuvre immédiate font déjà l'objet de controverses entre les industriels et les scientifiques ou les associations de consommateurs. Violent incendie cet après-midi à Paris, dans un immeuble du quartier Beaubourg. 8 personnes intoxiquées, dont un pompier très grièvement. Le bilan de la tempête, lui, s'est encore alourdi. Une 12e personne est morte et l'on recherche toujours un promeneur disparu hier dans les Alpes, près de Tang. Une tempête qui a quitté le territoire. On en est maintenant à l'heure des comptes et notamment au calcul de l'indemnisation de tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par cette tempête. Les assurances vont-elles payer? Réponse de Laurence Oervin.
La tempête et les inondations du week-end dernier ont en effet provoqué des dégâts matériels considérables qu'il est encore impossible de chiffrer. Et toutes les victimes se posent désormais une même question: dans quelles conditions l'assurance va-t-elle payer? Beaucoup de dommages, en effet, sont déjà pris en charge normalement par les contrats d'assurance. C'est le cas des dommages causés par la tempête, qui sont couverts par la plupart des assurances incendie ou multirisques habitation. Vous avez également les dommages aux véhicules, qui ont été endommagés par un arbre, par exemple, qui sont pris en charge au titre de la garantie dommages tous accidents, qu'on appelle souvent la tout-risque. Vous avez également les bateaux, qui peuvent être garantis par l'assurance normale du bateau. Alors, ce qui est nouveau, c'est la garantie des victimes de catastrophes naturelles depuis le 14 août 1982. Pour les dommages causés par les inondations qui, eux, étaient normalement exclus, maintenant, il peut y avoir une indemnisation sous réserve qu'un arrêté interministériel décrète l'état de catastrophe naturelle. Et seulement pour les biens qui sont déjà assurés en incendie ou en dommages. Il n'y a pas encore d'arrêté interministériel parce qu'aucun préfet des régions touchées n'en a encore fait la demande. Les préfets s'occupent en priorité des secours. Mais les victimes doivent dès maintenant faire une déclaration auprès de leur assureur. Une grosse prise à Paris aujourd'hui en matière de fausse monnaie. On a découvert 5000 faux billets de 200 francs, ce genre de prise est, si je puis dire, monnaie courante depuis le mois dernier sur tout le territoire. Michel Milesi, condamné à 8 ans de prison et à 100 000 francs d'amende. Michel Milesi, c'est celui que l'on considérait comme le parrain du milieu grenoblois et qui était poursuivi le mois dernier pour proxénétisme. Et puis cette information, a priori étonnante, l'inculpation de 2 avocats parisiens pour violation du secret professionnel. Et si l'on a su qu'ils avaient violé ce secret professionnel, c'est qu'on avait branché, Paul Lefebvre, une écoute téléphonique chez un de leurs clients. Oui, en réalité, les textes réglementaires permettent à un juge d'instruction de faire mettre sur écoute téléphonique n'importe quel citoyen, du moment qu'il estime nécessaire pour la manifestation de la vérité, comme on dit, avocat y compris, et c'est là où la bataille est très rude. En effet, le secret professionnel des avocats fait partie des droits de la défense et le barreau tente d'obtenir pour les écoutes téléphoniques les garanties qu'il a déjà obtenues pour les perquisitions dans un cabinet d'avocats. En effet, au cours d'une perquisition de ce genre, le bâtonnier ou un membre délégué du Conseil de l'ordre vérifie lui-même que la communication des pièces saisies par la police judiciaire ne laisse pas le secret de la défense. En revanche, thèse des magistrats, qui s'appuie d'ailleurs sur une absence de texte, aucune loi, aucune réglementation n'oblige un juge d'instruction à se faire assister par le bâtonnier en matière d'écoute téléphonique. Le juge peut écouter tout seul et seul apprécier ce qui pourra être transcrit au dossier, c'est-à-dire ce qui appartient au secret professionnel de l'avocat et ce qui ne l'est pas. Thèse des avocats, pas du tout. Les écoutes téléphoniques sont au même titre que la correspondance protégée rigoureusement par le secret professionnel. La jurisprudence, disent-ils, sur la correspondance est fortement établie là-dessus, en particulier par des arrêts de la Cour d'appel de Versailles et de la Cour d'appel d'Aix, je crois, l'arrêt Romo-Goldech. Et, disent les avocats, si l'on permet les écoutes téléphoniques, il n'y a plus de défense possible. Alors vous imaginez, Patrick, le climat dans lequel peut se poursuivre une instruction. C'est la raison pour laquelle certains juges d'instruction respectent ce qui n'est qu'un usage, en attendant des textes plus précis, c'est-à-dire qu'ils invitent le bâtonnier à écouter avec eux les bandes d'enregistrement. Il est vrai que la possibilité donnée au juge d'instruction est d'exploiter la conversation téléphonique d'un avocat et surtout son utilisation systématique enlèverait peu à peu toute la confiance qu'un client peut avoir envers son avocat. Voilà les sports maintenant avec tout d'abord sur cette carte que j'espère lisible parce que pour l'instant c'est un petit peu difficile, le point sur la route du Rhum. Si Lucien Chasselotti veut bien cadrer un peu mieux le golfe de Gascogne, vous verrez que Éric Loiseau est en tête devant Robert James, Robin Knox-Johnson et Marc Pajot. Mais pour l'instant les positions sont assez rapprochées, vous le voyez. Je ne vous ai pas parlé de Jean-Yves Terlin qui hier soir encore était en tête. Son trimaran a en effet dématé et il dérive actuellement sur La Rochelle. Gilles Cosanet vient de réussir à le joindre au téléphone, mais je vous préviens tout de suite, la ligne n'est pas bien fameuse. Oui, bon, l'accident est très simple. Tout l'ensemble du mât doit être actuellement à 800 ou 1500 mètres de fond, ou même peut-être 4000 selon l'endroit où 4000 mètres de fond selon l'endroit où ça s'est passé. Il n'y a pas à faire de salade avec ça.
On pose la pièce de liaison qui traverse le mât pour maintenir les serrures de bas au bas, au niveau juste en dessous du premier étage de barre de flèche, à péter, et puis le mât est tombé d'un seul coup à toi. C'était donc le bateau juste au moment du départ à Saint-Malo. Football, vous allez voir apparaître sur l'écran la liste des joueurs retenus pour France-Pays-Bas, Pays-Bas-France plus précisément, qui va se jouer demain devant une assistance, semble-t-il, maigrichonne. Et puis en tennis, revenons sur le superbe succès du jeune Français Henri Lecomte sur Wilander en finale du tournoi de Stockholm. Succès qui lui permet de faire un bond remarquable au classement du Grand Prix. Il est désormais 20e. Roger Zabel. Henri Lecomte a donc remporté le premier set 7-6 et mène 5-3 dans le second. Nous en sommes à la batte de match. Son premier service est dehors. Il faudra peut-être prendre l'habitude d'assister aux explosions de joie d'Henri Lecomte, qui est un garçon extrêmement tendu et concentré durant une partie de tennis. Et lorsqu'il remporte une victoire importante, ce qui est le cas, son tempérament impulsif prend le dessus. À 19 ans, il vient de battre le numéro 7 mondial. C'est sa meilleure performance depuis qu'il joue au tennis. Ce qui est de bon augure avant la finale de la Coupe Davis à Grenoble dans 3 semaines. Voilà, avec Alain Gillot-Pétrin maintenant, nous allons parler du temps, de la tempête qui s'est apaisée et surtout de ce qui va se passer demain. Nous retournons maintenant à la normale et je vous suggère de regarder la photo satellite de cet après-midi. La voici. Voilà, oui, la tempête, voici ce qu'il en reste. C'est vraiment peu de choses, mais ce peu de choses-là a quand même fait 3 morts en Italie. Pour demain, cette ligne de nuages va progressivement glisser au nord de la Loire, au nord du pays. Donc, nous retournons à un flux d'ouest tout à fait normal et classique. La carte pour demain va vous indiquer région par région ce qui va se passer. Donc, possibilité encore de quelques averses localement orageuses sur la Corse, mais au sud de la Loire, c'est plutôt du beau temps, après dissipation de quelques brouillards locaux. Beau temps également sur le nord-est, mais la pluie va arriver. En effet, l'étroite bande de nuages que vous avez vue tout à l'heure, qui est avec des pluies modérées, va traverser le pays d'ouest en est, se situera ici aux environs de midi et sera suivi ensuite d'un ciel variable à tendance d'éclaircie, de passage nuageux avec encore quelques averses et un renforcement des vents de sud-ouest sur les côtes de la Manche, mais sans avoir toutefois l'intensité de la tempête de samedi et dimanche. Les températures, quant à elles, ne vont pas bouger beaucoup. 11 degrés minimum à Strasbourg, maximum 19 degrés à Ajaccio. Ça nous donne une moyenne nationale aux alentours de 15 degrés. C'est quand même très doux pour la saison, en quelque sorte l'été de la Saint-Martin. Demain, c'est le mercredi 10 novembre, 3 minutes de soleil en moins, levé 7h53, couché 17h16, et c'est la fête de qui, je vous le demande, de Saint-Léon. Voilà le rappel des titres de l'actualité que développera à 23h15 Hervé Claude. Pologne, à la veille de journée de grève décrétée par la direction clandestine de Solidarité, un appel de l'Église à la modération. La fin du voyage de Jean-Paul II en Espagne, il vient à l'instant de quitter le territoire espagnol. Et puis peut-être ce drame atroce, pour l'instant conditionnel, en Afghanistan. Plusieurs centaines de soldats soviétiques et de civils afghans sont morts asphyxiés dans un tunnel. Voilà donc pour l'essentiel de cette actualité du mardi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée à tous.